Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Demain, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Élise Rebaud, qui est directrice d'école, et Élise Tapsoba, qui est professeure des écoles, et on sera ensemble pendant une petite heure environ. Bonjour Élise, bonjour Élise. Bonjour. Alors, vous êtes aussi connue sous le nom Les Élises sur les réseaux sociaux, donc je propose qu'on vous appelle ainsi, si ça vous va. Très bien. On peut attendre encore quelques instants pour laisser le temps aux participants d'arriver. En tout cas, pour ceux qui sont déjà avec nous, j'espère que vous nous entendez bien, que la présentation s'affiche correctement chez vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous signaler avec le bouton questions en haut de votre écran. Ça ouvre un onglet dans lequel vous pouvez écrire vos questions. Donc, sur le déroulement de ce webinaire, donc les Élises vont nous raconter pourquoi et comment leur école s'est emparée du sujet de la prévention du harcèlement. Comme elles sont enseignantes terrain, elles vont partager avec nous des outils très concrets, des activités pédagogiques et aussi leurs astuces pour faire face aux situations critiques et puis aussi pour éviter que ces situations, ces petites crises, ces grosses crises surviennent. Et enfin, à la fin du webinaire, on aura un temps pour répondre à vos questions. Donc, soit les questions que vous avez posées au moment de l'inscription, soit celles que vous poseriez pendant le webinaire. Donc, pour poser les questions pendant le webinaire, donc c'est pareil, c'est avec l'onglet, avec le bouton questions qui est en haut de l'écran. On essaiera dans la mesure du possible d'y répondre au fur et à mesure, ou bien donc à la fin du webinaire. J'espère qu'on a laissé assez de temps aux uns et aux autres d'arriver. Je vous propose, donc Élise et Élise, je vous laisse la parole pour ce moment sur donc, la prévention du harcèlement à l'école. Ben, merci Jeanne pour cette présentation. Donc effectivement, on est deux Élises. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, effectivement, lors de ce webinaire, on va vous parler de la prévention du harcèlement scolaire, mais aussi comment on réagit dans le cadre d'une situation de harcèlement scolaire. Tout d'abord, on voulait faire un rapide tour de notre parcours, de notre expérience professionnelle. Donc moi, je suis Élise Rebaud. Je suis donc directrice d'école, en effet, comme Jeanne vous l'a dit, mais auparavant, j'ai travaillé dans le secondaire. J'étais remplaçante de conseillère principale d'éducation. J'ai été ensuite maître E et maître G, je pense que ça vous parle, dans le premier degré au sein d'un RASED, un réseau d'aide aux enfants en difficulté. Ensuite, j'ai été directrice de 2 CAPP, 2 centres d'adaptation psychopédagogique. Je suis aussi formatrice de secouriste en santé mentale. Je suis formatrice pour les compétences psychosociales, pour le rectorat de Paris. Et aussi, je suis référente dans le cadre donc du programme phare de lutte contre le harcèlement scolaire. Bonjour, la deuxième Élise. Donc, je suis enseignante dans la même école qu'Élise depuis, ça va être très redondant, depuis 10 ans à peu près. Auparavant, j'ai pas mal bourlingué. J'étais dans le nord de la France, en Alsace. J'ai été dans des classes maternelles, élémentaires, dans des ULIS collèges et des ULIS élémentaires. Et ce que je retiens un peu de tout ce parcours, c'est travailler avec d'autres et vraiment la collégialité. Alors, là, vous avez un peu le déroulé de ce webinaire. Donc, ce qu'on a essayé de faire, effectivement, c'est d'être les plus concrètes possibles pour vous donner vraiment des outils, des pistes aussi de réflexion à transposer dans votre pratique, que ce soit entre les adultes d'une école, mais aussi, bien évidemment, dans votre classe. On voulait quand même commencer tout de suite par une petite introduction avec des situations précises vécues à l'école. Donc, je vais commencer parce que c'est bien tout de suite de se remettre un petit peu dans des cas pratiques. Ça vous parle, je pense, à toutes et à tous. Donc, moi, je suis référente dans le cadre du programme phare. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien la façon dont c'est déployé dans les écoles, mais concrètement, là, je digresse un tout petit peu, mais juste pour vous dire, quand on fait appel à moi, à d'autres personnes qui sont référents phares, on va dans les écoles et on met en place ce qui s'appelle la MPP, donc c'est la méthode de la préoccupation partagée.
et on interroge en fait les enfants auteurs, les enfants victimes, les témoins, etc. Et récemment, en fait, je suis allée dans une école en cycle 3 et il y avait une situation qui était quand même assez difficile à gérer parce qu'il y a eu notamment une enfant qui a ramené un couteau à l'école. Donc, c'était quand même très, très sérieux déjà comme situation. Et puis, il y avait vraiment un harcèlement avéré. Et en fait, moi, ce qui me frappe à chaque fois que je gère ce type de situation, et c'est vraiment récurrent à chaque situation où on fait appel à moi et voilà, ou dont j'entends parler, c'est finalement quand on interroge les témoins, on se rend compte que très souvent, parmi les témoins, il y a aussi d'autres victimes de ces situations de harcèlement. Et parfois, c'est cette situation de harcèlement identifiée, mais il en découle parfois d'autres. Et on se rend compte aussi que parmi les témoins, il y a aussi d'autres auteurs qui participent, alors parfois de façon un petit peu plus insidieuse ou un peu plus en retrait, mais finalement, ce dont on se rend compte vraiment, c'est que déjà souvent ça s'installe aussi dans la durée, mais que c'est vraiment lié à un climat général. Alors ça peut être un climat de classe, ça peut être un climat même d'école parfois, et que il faut vraiment, et c'est ce qu'on un petit peu on va vous dire tout au long de ce webinaire, c'est qu'il faut travailler sur tous les élèves, donc tout le groupe classe, tous les élèves d'une même école, d'avoir vraiment quelque chose qui soit commun finalement à tout le monde pour justement essayer de juguler au mieux, en tout cas, ces situations de harcèlement. Et Élise, tu avais une situation aussi? Oui, en maternelle, ça peut commencer tôt. Et malheureusement, en maternelle, il peut y avoir également des situations de harcèlement. On en a eu une il y a assez longtemps. C'était un petit garçon qui était inconsolable, on ne comprenait pas pourquoi. Et il a fini par nous dire qu'un autre enfant lui demandait d'apporter de l'argent de chez lui. Donc, il lui disait, bah, la nuit, tu attends qu'il s'endorme, tu ouvres le portefeuille, tu prends de l'argent. Donc, dès la maternelle, il peut y avoir des situations de harcèlement. Il peut y avoir des situations d'autres enfants en raquette d'autres. Et toujours, il faut vraiment qu'on soit clair sur ce mot harcèlement. La définition du harcèlement, c'est une situation violente, une situation qui se répète, une intentionnalité de l'auteur et un déséquilibre. Vraiment, la victime se sent impuissante. Il y a un rapport de force qui s'instaure. Et une fois que vous avez tout ça, c'est une situation de harcèlement. Effectivement, c'est important d'avoir bien la notion de cette définition. Alors, moi, ce que je peux un petit peu dire par rapport à ce que tu racontais comme expérience de terrain, Élise, c'est que je me souviens de cette situation qui date. Et c'est vrai que à ce moment-là, moi, et je peux encore avoir des réactions de type ah, c'est pas grave, ou alors c'est pas beau de rapporter quand même. Et en fait, finalement, cette tendance à minimiser systématiquement ces situations. Et justement, c'est là-dessus aussi qu'il faut énormément travailler. Et moi, je travaille tous les jours sur notre posture, en fait. Donc, et oui. Puis, je voulais aussi ajouter, c'est que souvent, la critique qu'on va entendre, c'est « oui, on est à l'école, nous, on est profs, on est là pour enseigner. » Oui, mais les élèves de votre classe ne pourront apprendre que s'ils se sentent bien. C'est le bien-être pour apprendre, effectivement. On ne peut pas dissocier l'apprentissage et le bien-être. Nous, en tant qu'adulte, on se sent bien à l'école quand on a bien dormi, quand on a respecté nos besoins physiologiques. C'est pareil pour un enfant. Vous ne pouvez pas dissocier les deux, c'est impossible. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est effectivement un petit peu rapidement aussi comment on s'est emparé de ce sujet, donc du harcèlement scolaire. Et donc, c'était pour vous montrer un petit peu qu'effectivement, c'est important de se former. Donc, nous, ça fait à peu près 10 ans, un peu plus même qu'on s'est formé. Donc là, vous le voyez, on s'est inspiré de formations qui viennent du Nord, notamment des Pays-Bas. On a travaillé avec Serge Tisseron, on a travaillé aussi avec Didier Jourdan. Bref, on a fait énormément de formations. Et puis, on a tout simplement créé nos propres outils, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré finalement de toutes les formations dont on a bénéficié, et puis on a créé nos propres outils. Et puis, il y a 2 ans de cela, on s'est dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de coucher tout ça par écrit. Et donc, on a créé des outils. Alors, on pensait qu'il était vraiment pertinent parce que nous, on ne trouvait pas de créer un outil qui puisse répondre directement à des crises. Donc, par exemple, à une situation de harcèlement, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est en crise aussi notamment. Et puis après, d'autres ouvrages sur plutôt la prévention et comment on va prévenir ces fameuses crises. Donc, on voudrait commencer par effectivement l'outil qui va servir à plus gérer les crises. Vous parlez vraiment d'un protocole spécifique
type de gestion de crise qui soit commun à toute l'équipe. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est oui, mais on n'est pas dans un monde des bisounours, on est dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, il y a des crises, on est face à des élèves qui sont parfois en souffrance, qui ne vont pas bien, nous, parfois, on l'est également. Comment est-ce qu'on fait? Donc, voilà, on s'est inspiré de, tu en parleras après, mais on s'est inspiré du PAS et nous, on a créé le AAA, accueillir, apaiser, alerter. Accueillir, c'est accueillir l'émotion de l'enfant. Il y a deux postures. Vous arrivez vers l'enfant qui est en train de pleurer, vous dites « qu'est-ce qu'il y a encore ?» Ben non, vous lui dites « ah, je vois que tu es triste » ou alors « je vois que tu es en colère ». Vous accueillez son émotion et déjà, vous entrez en relation avec lui. Deuxièmement, vous apaisez parce que vous ne pourrez pas discuter si l'enfant est en crise. D'abord, vous apaisez. Et ensuite, après, là, vous allez discuter avec lui pour résoudre et puis alerter. Et on n'est pas obligé de le faire forcément dans cet ordre. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez le choix. Donc effectivement, on s'est inspiré du PAS, donc du PAS des premiers secours en santé physique, protéger, alerter, secourir, parce que c'est important qu'en fait, tous les adultes d'une école aient la même grille de réaction, qu'on réagisse tous et toutes de la même façon. Ça, c'est primordial, quel que soit finalement l'adulte qui fait face à un enfant, parce qu'il faut se rappeler que l'enfant n'est pas tout le temps en classe. Il y a aussi le périscolaire, il y a la cantine, il y a plein de moments, que ce soit en maternelle, en élémentaire, il y a d'autres intervenants, il y a les parents aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est important d'avoir cette posture commune. On va beaucoup vous le rappeler, mais c'est vraiment super important. Parce que c'est comme dans un couple, hein. Quand l'enfant sent qu'il y a une dissension entre les deux coparents, eh bien, il s'insère dans la brèche et puis ça ne fonctionne pas. Si l'enfant sent qu'il y a une discussion, qu'il y a une communication entre tous les adultes, entre les instituts, entre les animes, parce que rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'enfants qui commencent leur journée à 7h du mat à l'école et qui la terminent à 18h et qui vont voir plusieurs adultes différents. Et il faut que ces adultes aient une posture commune. Sinon, l'enfant va le comprendre et il va profiter de ça et puis… va s'engouffrer. Oui, exactement. Alors, dans ce fameux guide, ce qu'on trouvait important, une fois de plus, parce que cet outil, nous ne l'avions pas, donc nous l'avons créé aussi pour nous, hein, tout simplement, c'est vraiment, vous avez ce tableau, et ce tableau, il répertorie tout. En fait, avec Élise, on a discuté entre nous, mais aussi avec d'autres adultes, d'autres enseignants, ASEM, etc., plein de monde, pour vraiment répertorier toutes les crises qui peuvent arriver à l'école, et de les lister, et finalement de faire une espèce de gradation. Donc, ça part des fiches jaunes jusqu'aux fiches rouges. Et là, vous voyez, vous avez donc des ronds. Quand ils sont pleins, c'est que c'est essentiel, et franchement, ça veut dire qu'il ne faut pas vraiment passer à côté. Et quand ils sont non remplis, là, c'est à vous d'évaluer un petit peu la situation. On a conçu ce tableau avec l'aide du service juridique du rectorat de Paris. Et puis, il faut bien vous dire que c'est, effectivement, tu disais, ça nous sert aussi, parce qu'on a beau avoir écrit le livre, quand vous êtes face à une situation, non mais ça m'est déjà arrivé, quand vous êtes face à une situation de révélation de maltraitance, il y a une petite fille qui vous dit qu'elle a été abusée par son beau-père, vous, en tant qu'adulte, vous êtes tellement choqué que vous avez besoin d'avoir un tableau qui va vous servir de repère parce que vous êtes l'adulte, elle vous fait confiance, elle s'adresse à vous. Donc, vous avez besoin de lui donner une réponse et de lui montrer que oui, elle peut avoir confiance en vous. Et c'est l'avantage de ce tableau, c'est même si vous êtes choqué, si vous allez pouvoir vous aider et répondre à cet enfant qui a besoin de vous. Complètement. Et il y a autre chose aussi qu'on voulait, sur lequel on veut attirer votre attention, c'est le fait que finalement ce tableau, il vous invite aussi beaucoup à communiquer. Nous, on trouve, et on est aussi pareil responsable, qu'on ne communique pas toujours suffisamment. Par exemple, dans le cadre d'une dispute, on ne va pas nécessairement se dire est-ce que j'ai bien prévenu les animateurs, les animatrices, est-ce que j'ai fait ça? Alors que si vous le faites, eh bien, alors pas du tout pour toutes les situations, mais il faut le faire, je pense, quand même pour toutes les situations, mais ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, va émerger une situation où vous vous dites « Ah mince, moi je pensais que c'était vraiment une simple dispute ». Et puis finalement, on se rend compte que ça arrive aussi sur le temps périscolaire. Ah bon, ça fait 6 mois qu'il y a ce type de dispute entre les mêmes enfants et vous vous rendez compte, en en parlant aux autres, que finalement, il s'agit par exemple d'une situation de harcèlement ou de discrimination importante. Donc ça aussi, c'est super important, effectivement, de penser à communiquer. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'était une fiche donc, qui est extraite du guide. On a choisi donc les comportements discriminatoires parce que c'est ça aussi, souvent sur quoi s'appuie le harcèlement scolaire. C'est très souvent, ça part d'une discrimination. Elle peut être, ça peut être des remarques sur le genre, sur le handicap, sur l'origine,
des moqueries, des gestes déplacés. Et donc là, vous voyez dans la fiche, vous retrouvez donc la situation. Donc parfois, d'ailleurs, on a différencié maternelle, élémentaire, mais ce n'est pas toujours le cas quand ce n'est pas nécessaire. Là, ce n'était pas nécessaire, donc on ne l'a pas fait. Et puis, vous retrouvez, vous voyez les 3 A, accueillir, apaiser, alerter, pour que vous puissiez effectivement très vite repérer ce que vous avez tout simplement à faire. Dans accueillir, si vous voyez, il y a un déroulé très précis. Donc en noir, vous avez le déroulé, reconnaître l'émotion de l'enfant victime, comme je vous en parlais tout à l'heure, aider l'enfant à verbaliser ses ressentis, proposer son aide, réunir les enfants concernés. Et après, en bleu, vous voyez les petites phrases à prononcer. Au début, ça va vous paraître un petit peu, peut-être un peu pénible de dire, bon, alors qu'est-ce que je dois aller dire? Je vois que tu te sens mal. Mais à force, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul et on l'a fait parce que c'est important que tous les adultes et les comme on disait tout à l'heure, disent les mêmes phrases, que ce soit l'anime, l'instit, la SEM, que tout le monde dise ces mêmes phrases. Et vous voyez ce petit encart violet, évitez les phrases minimisant ou justifiant l'acte. Les phrases, là, ne sont pas dans bleu parce que vous ne devez pas les prononcer. En tout cas, essayez de ne pas les prononcer. C'est pas bien grave, c'est juste pour rire. Oh, tu n'as pas voulu dire ça, il ou elle n'a pas voulu dire ça. Il faut vraiment reconnaître l'émotion de l'enfant. Vous ne pouvez pas minimiser. Voilà, c'est vrai que ça paraît parfois peut-être un petit peu fastidieux, mais finalement, on l'a conçu aussi pour que ce soit de l'auto-formation. Et même, voilà, comme disait Elise, si au départ, ça va vous paraître peut-être compliqué, très vite, nous, on s'en est rendu compte, ça devient quelque chose de tout à fait naturel. Et l'objectif, c'est bien évidemment de se passer à terme du guide, ou alors d'y revenir de temps en temps pour se redire, je ne suis pas sûre de ce que j'ai dit là, je vérifie. Mais voilà, et c'est valable, une fois de plus, pour tous les adultes, c'est vraiment accessible. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça permet effectivement d'avoir une posture commune de tous les adultes et donc les enfants aussi, quelque part, vont s'en emparer, vont eux aussi être formés à cette façon de communiquer. Et il faut vraiment, et voilà, je vais le marteler, mais que vous ayez conscience de votre rôle modélisant. C'est vraiment indispensable. Alors, dans ce guide, il y a aussi donc la partie donc, apaisée. Et dans la partie apaisée, on a prévu 17 exercices en fait de relaxation. Donc vous avez les images de chacune de ces 17 fiches. Et c'est un petit peu, si vous voulez, la trousse de secours émotionnel dont on se sert. Il y a des respirations, il y a des automassages, il y a de la visualisation, de la relaxation. Et puis Edith, toi, tu trouvais que c'était pertinent, je crois, de commencer en classe? Oui, de le faire avant. C'est difficile quand votre élève est en pleine crise de venir, bon alors attends, qu'est-ce que tu veux faire? De la respiration, de la visualisation? C'est mieux, dur à dire. C'est mieux si vous avez le temps de le pratiquer collectivement en classe. Moi, c'est ce que je fais. Je leur présente, tiens, aujourd'hui, je vais vous présenter l'exercice de l'automassage visage et main. Donc, vous leur montrez cette petite image. Vous, derrière, vous avez le texte au départ, ça peut vous rassurer. Et puis, vous dites, vous vous installez comme vous le voulez. Vous pouvez rester debout si vous le voulez. Vous faites l'activité avec l'enfant et puis vous lui dites, pose tes mains sur tes tempes, etc., etc. Ce qui fait qu'une fois que l'enfant est en crise et que vous voulez l'apaiser, eh bien, vous lui montrez ce petit récapitulatif derrière et puis vous lui dites, tu te souviens de ce qu'on avait fait en classe? Est-ce que tu penses qu'il y a un exercice qui te ferait du bien là maintenant? Qu'est-ce qui fonctionne le plus pour toi? Parce qu'il faut vous dire que tous les enfants n'ont pas la même façon de se calmer et que des exercices d'automassage vont permettre à certains et certaines de se calmer et d'autres, ils préféreront des exercices de respiration. Alors, vous avez dans le guide à chaque fois un petit QR code que vous voyez là en bas. Ça vous permet d'avoir en fait systématiquement la vidéo de l'exercice qu'on va d'ailleurs vous montrer tout de suite pour que vous puissiez en fait vous en imprégner. À toi, Julie. Fais comme moi. Mets tes mains sur ton ventre. Inspire par le nez et gonfle ton ventre comme un ballon. Maintenant, expire par la bouche. Alors, vous voyez, ces vidéos sont très courtes, mais elles vous permettent vraiment de voir ce qu'on demande à l'enfant. Là, on vous a parlé de ce manuel, gérer les petites et grosses crises. Donc, vraiment, quand on est en situation de crise. On a également conçu 2 manuels, un pour la maternelle, un pour l'élémentaire, dans lesquels on insiste vraiment sur la posture de l'adulte et où il y a aussi tout un premier chapitre sur le développement des compétences psychosociales en classe parce que on ne peut pas passer à côté de la prévention.
Alors là, ce qu'on va vous montrer dans quelques instants, c'est une autre vidéo. Alors certes, elle est très caricaturale, c'est fait évidemment exprès, mais justement, c'est pour vraiment un petit peu choquer, on va dire, en tout cas faire réagir, et vous permettre, de faire émerger justement ce qu'on cherche à vous transmettre, cette fameuse posture de l'adulte. Oui, alors c'est Christophe Marsollier, un chercheur en sciences de l'éducation, qui en parle et qui dit qu'il faut qu'on passe de cette posture de réaction qu'on peut avoir tendance à avoir, oh encore toi, mais qu'est-ce que tu as fait, à une posture de relation. Attention, une posture de relation, ça ne veut pas dire oublier le cadre. Vous entendez l'émotion de l'enfant, mais vous rappelez le cadre. Mais ce que veut dire Christophe Marsollier, c'est il faut garder le lien. Vous ne pourrez pas avoir de l'influence sur l'enfant, vous ne pourrez pas lui expliquer les choses si vous coupez le lien, si vous coupez cette relation de confiance. Et coûte que coûte, il faut essayer de garder et de maintenir cette relation de confiance. Allez, c'est parti pour la diffusion de la vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens pas avec les autres? Parce que les garçons veulent pas que je joue à la balle. En même temps, c'est pas un jeu de filles, la balle, n'importe quoi. Tu veux pas jouer avec tes copines? Elina, qu'est-ce qui se passe? Les garçons veulent pas que je joue au ballon avec eux. Ils disent que c'est pas pour les filles. Ils disent que le ballon, c'est pas pour les filles. Oui. Tout le monde a le droit de jouer, filles, garçons, peu importe. Tout le monde a le droit de jouer au ballon. Les garçons ont dit que c'était pas un jeu pour les filles. Bah oui, bah ils ont un petit peu raison, hein. En même temps, je suis désolée, mais les filles, nous, on est nuls au jeu de ballon, hein. C'est vrai, hein. Je vois que ça t'a touché, qu'est-ce que tu ressens? Colère. Je comprends que tu sois en colère, parce que c'est pas normal, c'est même interdit par la loi. Bah, tu peux faire un autre jeu. Mais le terrain de foot prend toute la place. Bah, il reste un petit peu de place au bord du terrain de foot. Si c'est juste pour discuter avec tes copines, t'as pas besoin de toute la cour, hein. Tu peux t'asseoir sur un banc, lire un livre, enfin un jeu de filles, quoi. Je vais t'aider, je vais en parler aux autres professeurs. On va faire une réunion, d'accord? Et ensuite, je reviendrai te voir. Si ça recommence, avant que j'ai eu le temps de faire la réunion avec les autres professeurs, tu viens me voir et on en discute. On est toujours là, tu peux venir me voir, tu peux aller voir un autre adulte. Et maintenant, on vous propose un petit sondage. Est-ce que dans votre école, le terrain de foot prend également toute la place? C'est un vrai sujet de société. Non, ça peut vous paraître anecdotique comme cela, mais on s'est rendu compte que cette gestion et ce partage de l'espace est vraiment important. Et après, ça peut amener certaines discriminations. Complètement. Oui, c'est vrai que bah, dans l'école élémentaire, effectivement, Oui. qui jouxte notre école, il y a une utilisation un petit peu partagé, Ouais. ils ont régulé, ça veut dire, mais ils en ont parlé aux enfants, ils ne l'ont pas imposé comme ça. Donc écoutez, on voit que ce terrain de foot prend toute la place et on voit que souvent ce sont 4 garçons qui sont au milieu du terrain de foot et qui s'emparent du ballon. Est-ce qu'on va envisager autre chose et on va proposer que 2 fois par semaine, le terrain de foot soit un terrain de foot, et enfin d'ailleurs, ce n'est pas le terrain de foot, c'est le milieu de la cour, soit consacré au foot, et puis les autres jours de la semaine, eh bien, on va vous proposer du basket, des jeux de balle comme la balle au capitaine ou balle au prisonnier, etc. Mais voilà, pour proposer autre chose et pour que la cour puisse être investie par tous et toutes. Alors là, on a un petit peu les résultats du sondage. Oui, on peut terminer le sondage, oui. Et tu vois, regarde. Donc effectivement, voilà, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est souvent le cas, hein. Le terrain de foot prend toute la place. C'est ça, en fait. Ah non. Non, ah non, c'est étonnamment. l'inverse. Mais c'est Pardon. bien. Ah oui, Mais c'est ça veut dire l'inverse. que vous avez dû mettre des choses en place, c'est Ah bien. oui. Ouais, Tant mieux. complètement. Tant mieux. Alors. Petit moment d'autodérision maintenant. On va vous proposer, alors nous, jeunes, parce que maintenant c'est fini, on adorait faire des petits tests dans Jeune et Jolie. Donc on vous en propose ici, alors version éducation nationale, rassurez-vous. Testez-vous. Donc, vous arrive-t-il de dire avec vos élèves, tais-toi, ne crie pas, ne cours pas, encore toi, c'est toujours les mêmes. Ou alors avec vos collègues, bon, celui-là, moi, je lui dis ce que je pense, tant pis si ça ne lui plaît pas. Ou avec les parents, ses parents ne viennent jamais aux réunions, donc ça n'intéresse pas à l'école. Là, c'est quelques exemples, on en a beaucoup d'autres dans nos manuels, mais toujours, c'est pour vous faire réfléchir à cette posture de l'adulte. Exactement, c'est pas pour vous culpabiliser. Moi, je suis la première encore à avoir des remarques, voilà, dont je me rends compte finalement qu'elles sont problématiques. Mais c'est justement, c'est toujours pareil, c'est quand on a conscience que quelque chose est problématique qu'on peut commencer en fait à déconstruire ces comportements. Et voilà, et il faut qu'on se dise aussi que c'est hyper important d'avoir cette posture bienveillante, mais avec les enfants évidemment, mais aussi entre nous adultes, une fois de plus, parce que c'est important d'avoir des bonnes relations, parce que le harcèlement, j'en parle là, je fais une petite digression aussi, mais le harcèlement peut aussi intervenir entre collègues, peut aussi intervenir au niveau des adultes d'une école.
Donc ça, c'est aussi important d'en avoir conscience. Et voilà, donc c'est tout simplement primordial. Et puis, le climat d'équipe que vous avez, sans vous culpabiliser, mais peut aussi servir de modèle au climat de cours et que les élèves vont avoir entre eux. Si votre équipe s'entend bien, a priori, ça va quand même montrer un bon exemple aux enfants. Complètement. Donc là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est vous parler un tout petit peu du programme EVAR, parce qu'on en parle quand même beaucoup. Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la façon finalement de le mettre en place, ce programme. Et bien finalement, nous, ce qu'on pense, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a aussi un lien entre le programme EVAR et la lutte et la prévention du harcèlement scolaire, parce que le programme EVAR, qui certes a été développé principalement pour lutter contre les violences sexuelles et agressions sexuelles, eh bien, il va aussi faire énormément de prévention, et notamment travailler sur la notion de consentement, et donc aussi participer finalement à la lutte contre le harcèlement scolaire et donc le harcèlement sexuel, parce qu'il existe, figurez-vous, à l'école élémentaire, ce harcèlement-là aussi qui est spécifique, avec des jeux qui sont répertoriés aujourd'hui. Statistiquement, on sait qu'il y a des jeux qui ont voilà, qui ont attrait, enfin, comment dire, qui sont liés à des comportements sexuels, en fait, notamment au cycle 3, par exemple. Et donc là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que vous voyez les 3 grands ronds verts d'eau. Ça, c'est extrait directement du programme EVAR. Et on se rend compte, quand on les lit, que c'est finalement très, très proche. Et ça l'est, d'ailleurs, ce sont des compétences psychosociales également. Et tout ça, en fait, ça s'articule ensemble. Et c'est pour vous dire, une fois de plus, que on peut tout travailler conjointement. Et ce que vous avez en dessous dans les petits ronds verts, c'est là extrait directement de notre guide, enfin de nos 2 guides maternels et élémentaires, où vous avez finalement quasiment la même chose. Donc on voit bien que tout est lié. Et puis il faut aussi vous dire que ce n'est pas du travail en plus, comme on a tendance à encore une nouvelle injonction institutionnelle. Maintenant, il va falloir travailler les compétences psychosociales, il va falloir travailler l'éducation au consentement, les VAR, etc. Non, on a essayé de prévoir ces séances en les intégrant aux grands domaines d'apprentissage, en maths, français, éducation physique et sportive, pour que ce ne soit pas quelque chose en plus, mais comme la posture de l'adulte, ça devient naturel, dans votre enseignement, eh bien, vous instillez un petit peu de compétences psychosociales pour travailler l'estime de soi, la confiance en soi, c'est important tout ça. Donc, c'est vraiment ces choses-là ces compétences qu'il faut travailler dans les autres domaines d'apprentissage. Vous le voyez, le petit arbre sur à droite de l'écran, c'est l'arbre qui répertorie toutes les compétences psychosociales qu'on a traduit en langage enfant. Parce que quand vous lisez le référent de Santé publique France, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu compliqué pour les enfants. C'est même très sûrement compliqué pour les enfants. S'affirmer, par exemple ici, s'affirmer et résister à la pression sociale par l'assertivité et le refus. Pour un enfant, c'est pas clair. En revanche, si vous lui dites, et même un enfant de maternelle, regarde, moi, ce que j'aimerais t'apprendre dans cette séance, c'est dire non sans blesser les autres. Oui, tu as le droit de lui dire non. Tu seras quand même son ami, mais tu as le droit de lui dire non. Et là, vous lui parlez comme ça, même en maternelle. Un enfant ou une enfant peut le comprendre. C'est explicite. Voilà. Et donc, d'ailleurs, ce que tu voulais montrer, je crois, c'est que ça, c'est donc l'extrait de notre manuel. Donc, vous avez effectivement, là, on est obligé, évidemment, de mettre l'extrait officiel. Mais vous avez dans l'arbre, ici, vous voyez, tu voulais peut-être oui, les compétences sociales. Alors, on n'a pas pu mettre le texte, mais vous voyez la petite couleur, comme ça, vous dites, ah oui, tiens, là, je travaille les compétences sociales. Et le fait que vous dites, ah oui, c'est les compétences sociales, vous allez l'expliciter aux élèves. Alors, là, ce qu'on vous montre aussi et ce qu'on vous a mis dans les guides, ce sont les activités plus détaillées, mais quand même résumées sur une double page, pour vous permettre de voir de façon très rapide la structure des séances. Vous avez un petit résumé, vous avez donc les compétences psychosociales travaillées, le lien avec le programme EVAR et finalement le domaine d'apprentissage associé. Moi, je trouve, alors en tant qu'enseignante, je trouve ça assez pratique quand on achète un nouveau manuel pédagogique de se dire, bon alors j'ai la double page, j'ai toutes les activités proposées, alors oui, tiens, celle-ci m'intéresse, donc soit vous piochez en fonction de vos intérêts, soit on vous propose, alors dans les 2 manuels, maternelle et élémentaire pour travailler les compétences psychosociales, une programmation. Voilà, merci. Donc là, on l'a appelé les 10 heures de CPS clé en main, vous avez un peu la pression. Alors, si vous voulez en faire plus, c'est possible aussi, mais en tout cas,
vous avez de quoi faire vos 10 heures et on vous les a mis par période de toute façon. Donc, n'hésitez pas à vous en servir si ça peut être utile pour vous. Et on vous rappelle que tout ça, donc, ça participe donc à la prévention de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors là, ce qu'on voulait vous montrer, et ça nous tient vraiment à cœur cette partie-là, il s'agit de ce qu'on a appelé les images pour s'exprimer. Parce que justement, si on veut réussir à lutter contre le harcèlement scolaire, si on veut prévenir toute forme de discrimination à l'école, eh bien, il faut pouvoir en parler tout simplement et en parler de façon apaisé. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu donc des images qui s'utilisent de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 et ça permet vraiment de travailler toute forme de discrimination, que ce soit des simples disputes, des moqueries, aussi de développer la solidarité, évidemment l'empathie. Et de déconstruire les stéréotypes. Tu veux montrer comment c'est en grand? Alors là, on l'a imprimé en A3 et au verso. On vous l'expliquera après le verso. Ce qu'on voulait vous montrer également, c'était qu'on avait veillé à respecter une certaine diversité des élèves. Donc, pour que chaque enfant, chaque élève de l'école française puisse s'identifier. Parce qu'il y aura donc diversité de couleurs de peau, des enfants avec ou sans handicap, pour que chaque enfant de notre école puisse s'identifier. Il y avait les prénoms aussi. Oui, on avait les prénoms. Donc, on a essayé de prendre des prénoms un peu, enfin, Sana, Kim, Miran, Morgane, Charlie. Si, c'est ce que tu voulais peut-être dire, s'il y a un prénom qui est déjà utilisé, enfin, s'il y a un prénom qui est déjà dans la classe. Oui, qui est déjà dans la classe, n'hésitez pas à le changer. Si vous sentez que l'enfant, ça le met mal à l'aise. Mais voilà, on a mis des prénoms rares, on va dire. Voilà. Alors, au verso, effectivement, vous avez la partie plutôt destinée à l'enseignant. Tu voulais montrer? Oui. Voilà. Et donc, vous avez en fait à chaque fois les CPS qui sont associés. Vous avez les compétences sociales ici, cognitives, et des pistes de discussion que vous n'êtes évidemment pas du tout obligé d'utiliser, mais en tout cas, vous pouvez vous en servir si vous voyez que ça coince ou si vous voyez que ça ne démarre pas. Vous pouvez vous servir des pistes de discussion avec les enfants sans souci. Et oui. Une autre planche? Oui, une autre planche. Voilà. Alors, donc là, il s'agit d'une planche spéciale école élémentaire et on voulait attirer votre attention sur quelque chose, c'était que automatiquement, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là tout de suite, là on n'a pas de sondage mais c'est pas grave, vous pourrez toujours nous le dire voilà, en commentaire, mais on va avoir tendance à identifier cet enfant en fauteuil et se dire ah il a un handicap, etc. Et ça c'est vraiment valable pour les enfants parce qu'on l'a testé et les enfants vont tout de suite effectivement aller vers le pauvre, il est handicapé, et voilà, il se sent pas bien, des choses comme ça. Et c'est pas évident. On a cherché vraiment à trouver une situation qui corresponde, mais c'est finalement pour travailler ce qu'on appelle le validisme, à savoir que justement là, la situation, ce n'est pas identifier cet enfant en situation de handicap. C'est au contraire montrer aux élèves que c'est pas parce qu'un enfant voilà, est porteur de handicap que forcément il va être différent des autres. Au contraire, il fait partie de la classe au même titre. Il a aussi ses problèmes émotionnels comme les autres enfants. Et c'est ça qu'on veut, dans un premier temps, faire identifier dans cette image. À savoir, là, il se passe quelque chose, on va vous en parler tout de suite, mais ça n'a aucun lien avec le handicap. C'est juste un élève comme un autre qui est timide et qui n'arrive pas à s'exprimer devant toute la classe. Et ça, je pense que ça va parler à tous les enfants de la classe. Au verso de cette fiche, toujours pareil, vous avez l'émotion, les émotions, c'est important de les nommer, les pistes de discussion et les CPS. Pour les pistes de discussion, on les trouve vraiment intéressantes d'aiguiller ça, parce que oui, là, on débat de cette image pour s'exprimer, mais ça permet d'anticiper. Lorsque la situation va arriver, bon, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit lors de la précédente image pour s'exprimer? Qu'est-ce qui va vous aider à vous sentir plus courageux ou plus courageuse? Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. Et vous faites référence à cette situation. Plutôt que de le faire après, là, vous le faites avant, vous anticipez. Pour donner des billes, il faut donner des billes aux élèves. Vraiment, pour qu'ils soient plus forts, qu'ils aient plus d'estime et de confiance en eux. C'est vraiment important. Et puis, vraiment, pour ce dont on parlait aussi au tout début avec ce retour d'expérience, c'est parce qu'il faut créer cette communauté d'enfants empathes, donc en tout cas pourvus d'empathie. Et ça se travaille dès la petite section, de créer vraiment cette communauté qui va pouvoir réagir à une situation d'intimidation, de harcèlement. C'est que si on a travaillé toutes ces compétences psychosociales, eh bien, le groupe, en fait, va ensemble
refuser le harcèlement plutôt que d'être timide, d'être témoin, d'être un peu auteur, un peu victime. Et moi, j'ai le cas d'une petite fille cette année. Donc là, cette année, j'ai une classe de grande section, donc une petite fille de 5 ans, et qui vient me voir et qui avait compris que la situation n'était pas normale et qui a osé le dire. Et je me dis, bon, à 5 ans, c'est quand même bien. Elle m'a dit, bah, écoute, tu sais, maîtresse, là, je me sens triste depuis hier. Donc elle nomme son émotion. Je me sens triste parce que une telle, eh bien, j'ai l'impression qu'elle m'isole de mes amis et vraiment, ça me rend triste. Hop, elle me l'a dit. J'ai réglé, enfin, en tout cas, je lui en ai parlé, j'en ai parlé à l'enfant auteur, j'en ai parlé aux animateurs et aux animatrices parce que c'était bientôt les vacances et je voulais que la situation soit également prise en compte pendant les vacances. Mais vraiment, ça m'a pris 2 minutes d'aller voir les animatrices en disant, bah, écoutez, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que m'a dit cette petite fille, faites-y attention. Alors là, on voulait juste rapidement vous parler de la notion de consentement et de la cohérence sur les 3 cycles de l'école primaire et de vous dire en fait, avec ces exemples de séances qui sont à retrouver dans nos manuels évidemment, oui, on peut travailler le consentement dès la petite section de maternelle. Alors évidemment, on va l'adapter à l'âge des enfants, mais c'est tout à fait possible. En maternelle, eh bien, on va leur apprendre à dire non. Parce que et oui, c'est apprendre à dire non, apprendre quelles sont les limites. Et ça va leur permettre justement de lutter contre le harcèlement. Et puis, ça va leur permettre aussi, alors il faut aussi entendre, il ne faut pas les culpabiliser, mais on va leur dire que si tu n'as pas réussi à dire non, n'hésite pas à aller à le dire à quelqu'un. C'est les prévenir, les éduquer sans les culpabiliser. Alors là, ce qu'on va vous montrer, c'est un petit montage parce que là encore, ça c'est un peu novateur, je pense. Dans les guides qu'on vous propose, il y a énormément de séances filmées. On vous a fait en fait des vidéos pour vous aider justement à mettre en place ces séances qui sont peut-être un peu nouvelles en effet. On vous propose quasiment systématiquement, une vidéo qui illustre donc la séance. Et là, ce qu'on voulait vous montrer, donc c'est ces 2 séances sur le consentement maternel élémentaire. On les a mixées, hein, donc on les a raccourcies, etc. Pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte effectivement de ce que ça représente en classe. On y va pour la vidéo. Aujourd'hui les enfants, je voudrais vous parler d'un mot que vous avez peut-être déjà entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot consentement? Quand tu acceptes de faire quelque chose. Le consentement, comme tu disais Marco, c'est être d'accord avec ou pas. On va voir aussi si à chaque fois c'est un rapport avec le corps. Est-ce que vous avez remarqué que quand on se dit bonjour, il faut toujours demander si l'autre est d'accord ou pas d'accord? Ça marche dans la cour de récréation, ça marche à la maison, ça marche au parc, partout. On peut demander si on veut jouer avec quelqu'un, si on veut faire un bisou à quelqu'un, si on veut faire un câlin, si on veut serrer la main, etc., etc. On demande toujours si l'autre est d'accord ou pas d'accord et on attend sa réponse. Mais ça arrive, c'est difficile d'apprendre à dire non. Et c'est ça aussi que vous allez apprendre à l'école. Mais il ne faut pas culpabiliser la personne qui n'arrive pas à dire non. Il ne faut pas lui dire, oui, mais en même temps, tu n'arrives pas à dire non, c'est de ta faute. C'est à nous, adultes, d'essayer de lui apprendre à dire non. Et c'est à vous aussi d'essayer de voir, même si elle ne dit pas non avec sa bouche, de voir sur son corps si elle est d'accord ou pas. Je vais vous montrer une petite affiche et on a presque tout dit de la façon dont on pouvait dire bonjour. Donc là, cet enfant-là, il dit bonjour comment? Il fait comment? Il fait comme ça. Lui, il dit bonjour avec... La bouche. Il dit bonjour avec sa bouche. Ou coucou, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure. Le oui doit être informé. Ça doit être un vrai oui avec tout le corps. Et ça doit être un oui non forcé. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de chantage. Et c'est pas seulement lorsque l'on parle de son corps, c'est pour toute situation de votre vie quotidienne. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme bonjour avec Mylène? Tu lui demandes s'il est d'accord? D'accord, d'accord. Un petit câlin? Voilà, c'était la petite vidéo. Maintenant, un deuxième sondage. Et vous, est-ce que vous avez déjà parlé du consentement avec vos élèves? C'est un mot qui peut faire peur, mais vraiment, c'est toujours pareil. Si vous expliquez les choses simplement à vos élèves, ils vont les comprendre. Ça peut être tabou pour les adultes, mais pour les enfants, je pense que c'est important d'utiliser les vrais mots et bien entendu communiquer avec les parents en disant bah, écoutez, voilà la séance que j'ai prévu de faire ou que j'ai faite et voilà ce que j'entends, voilà ce que j'ai fait avec eux. Il faut vraiment être explicite aussi avec les parents.
Donc là, les résultats, c'est 51, 50-50. 50-50. Oui, non, bah c'est plutôt très encourageant, je trouve. C'est-à-dire c'est quand même déjà quelque chose. À mon avis, c'est un vrai changement. Hein. C'était pas comme ça il y a quelques années. Bon, après, on imagine que les gens qui sont inscrites à ce webinaire, c'est aussi parce que ça les intéresse, ce sujet. Donc, c'est sûr que vous en êtes sans doute déjà emparés. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt très positif. Hop. Alors, pour terminer, on voulait vous montrer les autres outils que l'on a développés. Donc, si vous suivez bien, vous avez la partie donc prévention, vraiment l'apprentissage des compétences psychosociales par la prévention avec des séances. Ensuite, la partie posture. Et la troisième partie, ça va vraiment être d'accord, quand il y a un petit conflit ou une divergence qui intervient en classe, en plus du livre, l'autre livre pour gérer les petites crises et les conflits, que peut-on mettre en classe pour gérer ces situations? Donc, vous avez les messages clairs que vous connaissez sûrement. Nous, on a ajouté la partie émotionnelle et réciproque parce qu'on pense que c'est vraiment important d'axer sur l'émotion. Si vous voulez sensibiliser les enfants à l'empathie, il faut vraiment à chaque fois leur dire, n'oublie pas de dire ton émotion. C'est souvent la partie qu'ils oublient. Oui. Cela m'a rendu. Cela m'a rendu. Donc, elle est là, cette émotion. Vous pouvez mettre aussi en place dans votre classe et même dans votre établissement, dans le hall d'entrée, une cabane des émotions ou une bulle sérénité, une bulle zen. Ça se fait de plus en plus, même dans le milieu des entreprises. Enfin, ça se fait de plus en plus. N'oubliez pas aussi comme outil les routines de classe. Donc là, je vous l'ai dit rapidement, mais elles sont développées dans nos manuels. Ces routines de classe, ça va être pour répondre à tout ce qui peut vous agacer dans la classe, tous ces petits moments, tu dis, ah là, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, vous l'explicitez aux enfants, vous dites, écoutez, là, quand c'est en maternelle, par exemple, là, c'est le moment du rangement, ça ne se passe pas bien. Moi, mon objectif, c'est que la classe soit rangée. Que peut-on faire tous ensemble pour ranger? Ou alors, enfin, vraiment parler avec vos enfants. Ce qu'on vous fait comprendre, c'est parler avec vos élèves, dites-leur quand ça va, dites-leur quand ça ne va pas et expliciter et trouver des solutions ensemble. Vous pouvez les trouver aussi avec les conseils d'élèves. Alors, pour conclure, une petite partie un peu plus théorique avec 2 secondes, juste rappeler le cercle vertueux que constituent les compétences psychosociales. Alors, ça ne vient pas de nous, hein, c'est à nouveau Christophe Marsollier qui en parle, à savoir que les compétences psychosociales, il faut les incarner dans sa posture, il faut les intégrer dans les domaines d'apprentissage et il faut les renforcer. Et ça participe finalement, ces trois verbes, donc incarner, intégrer, renforcer, ça permet vraiment effectivement de mettre en place les compétences psychosociales quand on a vraiment pris conscience de l'importance, effectivement, de les distiller, finalement, comme on l'a déjà répété, un peu partout. Et c'est exactement ce qu'on vous propose dans les séances qu'on a créées pour, justement, respecter ce cercle. Alors, évidemment, ce n'est pas une méthode miracle. Ça demande un investissement, c'est clair, personnel, professionnel. Mais ça permet quand même, au sein d'une école, de vraiment créer une culture partagée. Et on s'y sent bien, tout simplement, parce que nous, on le fait donc, depuis très longtemps. Et ça permet quand même de se sentir aussi bien aussi en tant qu'adulte. Tout à fait. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec les Élises. Notre podcast L'école d'abord, on a une émission sur le thème du harcèlement que vous pouvez réécouter. On a également des invités comme Grégoire Bors, que vous devez connaître, ou Samia Figère. Et Marion Séclin. Et Marion Séclin, tu as raison. Et maintenant, on va passer à la dernière partie du webinaire, les questions-réponses. Alors, Jeanne va nous les lire. Merci et bravo à toutes les deux. Je me fais l'écho de ce qu'on voit arriver dans les questions, dans la partie questions de la plateforme. On a reçu une question d'une personne c'est un témoignage et une question en même temps, d'une personne qui a cette année une classe de CE2 difficile à gérer dans les relations entre enfants. La personne dit on essaie de former une équipe, mais l'individualisme règne et les conflits sont trop envahissants. Alors moi, c'est peut-être pas exactement une réponse à cette question-là, mais je voudrais quand même commencer par dire quelque chose, parce c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler de ça, à savoir que parfois on est débordé quand même par exemple, un élève qui a un comportement qu'on n'arrive pas à gérer tout simplement. Il faut quand même qu'on se rappelle que nous ne sommes pas ni psy, ni médecin, et qu'on ne va pas pouvoir se substituer aux soins, et qu'on sait qu'on manque clairement d'accès aux soins pour nos écoles, pour nos élèves, et
c'est effectivement un vrai problème. Toutefois, ce qu'on peut imaginer, en effet, c'est que si dès la maternelle, on travaille donc sur ces fameuses compétences psychosociales, on devrait réussir. Une fois de plus, je ne vais pas vous dire, c'est sûr, vous allez y arriver, évidemment. En tout cas, nous, on trouve que ça fonctionne. Je vous rappelle qu'on est dans une école, nous, en REP+, port de Clignancourt. Donc, c'est quand même très, très compliqué. On a des cas vraiment très lourds et effectivement, parfois, c'est extrêmement dur. Il y a des années, par exemple, Élise a eu des années extrêmement compliquées avec certains élèves. Toutefois, le fait d'avoir déjà mis en place de la prévention et donc développer les compétences psychosociales au niveau du reste des élèves, eh bien, ça crée ce groupe empathique. Et j'y pensais plus du tout, mais là, il y a longtemps d'ailleurs, une situation très, très difficile à gérer, un enfant vraiment, dont le comportement était vraiment difficile. Et je crois que j'avais dit, écoute, là, stop, il faut que tu ailles voir Élise, discuter, là, ce n'est plus possible en classe. Et une fois qu'il était sorti, en fait, j'avais dit aux enfants, je sais que c'est difficile pour vous, je sais que c'est difficile pour nous, je sais que son comportement, il peut vous heurter, mais là, je crois qu'en fait, il ne trouve pas sa place. Il ne trouve pas sa place dans cette classe. Et comment est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce que quelqu'un voudrait bien jouer avec lui en sachant qu'il tapait énormément? Est-ce que quelqu'un voudrait bien essayer de l'inclure dans les jeux? Et là, j'ai un enfant qui m'a dit, moi, je veux bien essayer. À la prochaine récréation, je joue avec lui. Donc, vous pouvez vous appuyer sur les autres élèves, aussi sur vos instituts. L'année dernière, moi, c'était une classe très difficile. Et quand je sortais en récréation et que j'avais les larmes ici et que mes collègues me voyaient, ils me disaient, tu veux une pause? Elle prenait mon service de récréation. Donc, des petites anecdotes pour dire, donc, vous n'êtes pas seul, donc vous pouvez vous aider de vos élèves pour créer ce groupe classe, des autres, et puis vraiment pour vous aider, et puis de vos collègues. Oui. Vous pouvez créer des emplois du temps aménagés pour que l'enfant dont le comportement est perturbateur ne soit pas toujours dans votre classe. Et puis, il faut vous dire, ce n'est pas votre élève, c'est l'élève de toute l'école. Il faut arrêter de dire, ça, c'est les élèves de ma classe, lui, elle ne sait pas trop gérer. Non, il faut arrêter. Ce sont les élèves de toute l'école. Il faut trouver des solutions ensemble. Ça, c'est primordial. Je ne sais pas si on a exactement répondu à la question, mais en tout cas, on a essayé. Une autre question, Jeanne? Alors, sur un sujet, toujours sur le harcèlement, en fait, c'est plutôt une question à partir d'âge. En élémentaire, à partir de quel âge peut-on aborder le thème du harcèlement? 6 ans, 3 mois, 4 jours. Non, on blague, mais c'est pour vous dire que c'est vrai, on a tendance, mais dès la maternelle, on a tendance à ne pas poser les mots en science. On vous le dit, toutes les formations en sciences, on vous le dit, dites le bon mot, nommez les choses par le vrai mot. Et pour le harcèlement, pour le consentement, c'est pareil. Alors, le problème aussi, c'est qu'en France, on utilise ce mot harcèlement. Ce mot harcèlement, en tant qu'adulte, quand on pense au harcèlement, on pense au harcèlement dans le milieu du travail. On se dit, oh là là, non, ça ne correspond pas à ce qu'on voit chez les enfants. Et finalement, on attend que la situation dégénère pour dire, ah oui, là, c'est bon, on est sur du harcèlement. Il y a un couteau qui arrive, ah ben non. Ce qui serait bien, c'est de dire, oui, quand je te parle de harcèlement, en fait, voilà, toi, enfant de 4 ans, le harcèlement, c'est toujours toi qui te fait embêter. Et puis, tu te sens tout petit et tu sais pas comment, ou toute petite, tu sais pas comment réagir. Vous le dites avec des mots simples et vous le savez, vous êtes professeur, vous allez trouver les mots. Mais dites-le simplement aux enfants. En Angleterre, en anglais, l'avantage, c'est qu'ils ont 2 mots. Ils ont un mot pour le harcèlement du travail. Alors, tu as un meilleur accent que moi. Harassment. Harassment. Ouais. Voilà. Harassment. Et pour le milieu scolaire, ils ont un autre mot. C'est bullying. Voilà. Donc, et ça permet de simplifier aussi, parce que nous, derrière le mot harcèlement, on a une autre idée en tête, en tant qu'adulte. Encore une question, Jeanne? Alors, encore une question qui j'imagine, correspond à un cas que la personne a dû rencontrer. La question qui est posée, c'est quelle stratégie mettre en œuvre pour les cas de harcèlement hors de l'école et les auteurs étant de l'école. Donc, ce sont des enfants qu'on connaît et dont on sait qu'ils sont harceleurs en dehors de l'école. D'accord. C'est pas vraiment du harcèlement à l'école, mais c'est du harcèlement. Alors moi, je sais pas, toi, Élise, ça me fait penser peut-être à du cyberharcèlement. Je pense que c'est peut-être ça à quoi fait écho la personne, je sais pas. Toujours est-il que là, donc si je comprends bien, c'est des enfants de l'école, mais ça se passe à l'extérieur. Ça n'empêche pas du tout
de mettre en place ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le protocole phare et donc la MPP, donc la méthode de la préoccupation partagée, puisque les enfants apparemment auteurs sont dans l'école. Donc de les recevoir, de parler avec eux, etc., d'informer les parents. Après, il y a aussi le fameux numéro, le 3018. Il ne faut pas hésiter à le faire, ce numéro, en fait, parce qu'on vous donne de vrais conseils. C'est donc le numéro pour le harcèlement scolaire. Et tout le monde peut appeler, adulte comme enfant, et ça peut vraiment vous donner des pistes. Et enfin, il y a quand même encore un dernier recours, c'est le commissariat, parce que parfois on hésite, mais ça peut être aussi nécessaire. Ils ont une mission de prévention. Alors, ça va dépendre effectivement des territoires, mais ils peuvent aussi intervenir, justement, si c'est à l'extérieur de l'école, ça peut être aussi, parfois, il vaut mieux effectivement signaler de façon très officielle. Ça, on vous l'a mis dans notre tableau, plutôt que de se dire c'est pas ma place, c'est pas mon rôle. Ça, c'est aussi un rôle quelque part de personne civile, quoi. Et puis parfois on hésite, on se demande est-ce que c'est vraiment du harcèlement ou pas. Alors dans tous les cas, même si ce n'est pas du harcèlement, ne minimisez pas la souffrance des enfants ou les parents qui viennent vous voir. Vous leur dites d'accord. Donc je ne sais pas, en tout cas je vois que ça ne va pas et on va essayer de trouver une solution. On va essayer de trouver une solution ensemble. Donc même si ce n'est pas du harcèlement. Et je pense à autre chose, mais ça ne me revient plus. Bon, c'est pas grave. Pour aller dans ce sens aussi, on a des questions justement sur la gestion de la relation avec les parents. Donc il y a 2 questions. Il y en a une, comment gérer les parents qui sont persuadés que leur enfant est harcelé, alors que manifestement on ne voit pas la situation à l'école. Il y avait ça, puis il y avait aussi plus une remarque qu'une question, mais sur tout à l'heure quand il y avait le sondage sur le consentement, c'est comment aussi convaincre les parents que c'est un sujet pour l'école aussi, parce que certains peuvent trouver ça peut-être un effet de mode mais en tout cas pas trouver que c'est pas la place de l'école. Donc je trouve que c'est 2 sujets différents, mais c'est cette question de la relation aux parents et de la coéducation qui est intéressante. Alors, dès le début, moi, à la réunion de rentrée, déjà, j'essaye de les inclure au maximum en disant n'hésitez pas, vous avez la moindre interrogation, vous venez me voir. Si votre enfant vous dit quelque chose le soir, vous venez me voir. Peut-être que moi, je ne l'ai pas vu. Et quand vous instaurez ce rapport de confiance, vraiment, ça permet d'avoir un lien avec les enfants. Et alors, oui, peut-être l'enfant n'est pas harcelé, mais l'enfant souffre. Donc ça, on va pouvoir lui expliquer en disant peut-être que ce n'est pas une situation de harcèlement, mais j'entends que votre enfant souffre. Et votre enfant qui souffre n'est pas dans de bonnes conditions pour apprendre. Et c'est là où, oui, il faut apprendre le consentement. Oui, il faut parler des compétences psychosociales à l'école, parce que sinon, l'enfant ne pourra pas apprendre. Là, on a, dans le cadre de notre formation, comme on est formatrice en compétences psychosociales, j'ai oublié ce que je veux dire. Non, on nous a expliqué que même maintenant, dans les RH, quand ils font un entretien d'embauche, ce qu'ils regardent, c'est les compétences psychosociales, parce que quelqu'un… Dont est capable le candidat. Oui, dont est capable le candidat, parce qu'en fait, ça, c'est très long à travailler, alors que les compétences de classe, enfin les compétences les compétences après pour faire tel travail, bon ça, on peut lui apprendre en 6 mois. Mais toutes ces compétences psychosociales, elles sont indispensables. Et je vous rappelle que l'enfant, il passe quand même beaucoup de temps à l'école. Et quand on parle de coéducation, ben oui, c'est l'éducation nationale, et on parle de coéducation, c'est l'éducation donc des parents et des enseignantes, surtout beaucoup ensemble. C'est vrai que moi aussi, en tant que directrice, quand je reçois les familles, que je reçois toutes individuellement, en tout cas pour la première rentrée à l'école en petite section, j'explique tout simplement aux familles que effectivement dès l'école maternelle, on va travailler certaines notions et je leur explique évidemment que ça va être adapté à l'âge de l'enfant. S'ils me posent des questions, je vais aller dans le détail et expliquer les séances que vous retrouvez dans nos guides, mais je vais vraiment être très explicite parce qu'il faut l'être avec les enfants, mais il faut l'être aussi avec les parents, très explicite le pourquoi du comment. Je pense que tous les parents, quand même, si on leur parle du fait qu'on veut prévenir les agressions sexuelles, moi j'explique toujours aux parents qui vont me dire mais c'est beaucoup trop tôt, ils ne sont pas prêts. Je leur explique, comme tu disais au début, oui, on n'est pas dans un monde de bisounours et que s'il n'y avait pas effectivement ces statistiques déplorables et très inquiétantes sur le nombre de victimes parmi les enfants d'agressions sexuelles, eh bien on n'aurait peut-être effectivement pas besoin de travailler spécifiquement ce domaine-là, quoique le consentement, ça reste important, je pense, même s'il n'y avait pas. Mais en tout cas, voilà, je leur explique que oui, on est obligé, eux comme nous, de travailler main dans la main et de travailler ces notions-là parce que tout simplement, ça prévient. Donc, ça permet aux enfants d'avoir une meilleure réaction et de pouvoir mieux se défendre et de pouvoir mieux réagir. Et ça permet donc de lutter contre
toutes ces discriminations, toutes ces agressions, ce harcèlement, c'est justement en développant dès la petite section toutes ces notions. Et ça, quand on l'explique comme ça aux parents, franchement, moi j'ai toujours un très bon accueil, un très bon écho. Il y a des questions, il y a des inquiétudes, etc. Mais ça passe plutôt très bien. Est-ce qu'on a encore une question? Et puis, vous n'hésitez pas à les faire venir en classe. Moi, j'invite les parents à venir dans ma classe. Je fais des journées. Alors, ils s'inscrivent, portes ouvertes, tel mardi, tel vendredi. Et le parent vient. Et vous pouvez leur demander, lui dire, je sens que vous êtes inquiet. Venez, vous allez voir comment je fais en classe. Et là, vous répondez à ces inquiétudes et vous l'embarquez avec vous. Bonne technique. Et donc là, on a parlé de comment informer les parents, mais on a aussi une question sur comment convaincre les collègues. Invitez vos collègues dans la classe. C'est vrai que c'est aussi un travail de longue haleine, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande effectivement une force de persuasion, mais finalement on se rend compte, franchement, c'est comme avec les élèves, c'est-à-dire on va créer, alors là moi je parle de ma posture de directrice. Attention, vous allez avoir toutes les ficelles du métier. Non, mais c'est vrai finalement, je pense que Élise, après tu peux en témoigner, mais je pense que moi ce que j'espère réussir à faire au sein de mon école, c'est d'avoir déjà alors les équipes, je sais qu'elles changent, voilà, mais moi aussi, hein, mon équipe, c'est simple, quand je suis arrivée dans l'école, il y avait une équipe et aujourd'hui, c'est plus du tout la même équipe, il n'y a plus que moi qui suis là. Et toute l'équipe a complètement changé, ça tourne, mais il y a quand même systématiquement, on va dire, un groupe d'enseignantes qui sont là, soit depuis quelques années, etc., et qui sont quand même très soudées. Et donc, comme avec les élèves, finalement, c'est d'arriver à créer ce groupe enseignants en pâte, qui ont conscience que c'est primordial d'avoir des bonnes relations aussi entre adultes, qui vont aussi développer cette bonne relation avec le périscolaire. Nous, on invite par exemple le périscolaire à des conseils des maîtres. On va, nous, en réunion avec le périscolaire. On fait la même chose avec les ASM. Enfin, on est en maternelle, nous, hein. Mais j'imagine que c'est exactement possible aussi en élémentaire avec les personnels qui interviennent dans l'élémentaire, avec leur AZ, avec tout le monde, si on a la chance d'avoir un AZ. Mais donc, voilà, de créer aussi, finalement, ces moments. Et d'ailleurs, dans nos guides, on a fait toute une partie sur le travail avec les adultes, avec aussi, on vous propose des moments vraiment qui créent du lien, avec comment faire effectivement aussi, comment attraper quelqu'un qui serait un peu réfractaire et comment l'inclure sans le forcer, ça sert à rien. C'est comme avec les enfants, tout ce qui est injonctif, l'autoritarisme, ça ne fonctionne pas avec les élèves, avec les adultes, c'est la même chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, puis discuter, par exemple, si l'enseignant ou l'enseignante va dire, là, j'ai tel problème. Si vous lui dites, tiens, regarde, moi, ce que j'ai essayé de faire en classe, c'est de mettre en place une coopération. Je travaille tel jeu en sport, ou alors, voilà, ce que je te propose. Essayez à chaque fois d'instiller, de proposer, d'être force de proposition. Voilà. Et d'écouter aussi, d'être empathique, d'écouter les problèmes, la personne qui confie ses problèmes. C'est là qu'on va pouvoir peut-être un petit peu aider. Et puis, la communication non violente, on vous en parle aussi. Je sais que ce terme plaît pas toujours, etc. Mais n'empêche qu'il y a des super outils d'aide pour communiquer, des gens qui au départ vont être très réfractaires, qui vont avoir une attitude un peu de repli ou de refus de tout. Finalement, on se rend compte qu'en mettant une forme de dialogue en place, ça se détend. Alors oui, ça peut mettre parfois des années, mais en tout cas, nous, on voit au sein de notre école que ça fonctionne. On est arrivé au terme de ce webinaire, il est 16h, j'avais envie quand même de dépasser un petit peu et de vous poser une autre question, parce que tout à l'heure on a parlé des auteurs de harcèlement, mais on a une question aussi sur les victimes. Et la question c'était comment aider les enfants, notamment les enfants qui ont des profils particuliers, je reprends les termes de la personne qui a posé les questions, à être moins victime de ce phénomène. La personne demandait comment différencier ce qui s'apparente au harcèlement ou à l'hypersensibilité. Comment armer ces enfants victimes pour éviter que ça ne se reproduise ailleurs. Alors, vous lui dites, c'est pas grave. Non, blague mise à part, on ne peut pas nier la souffrance d'un enfant. Moi, il y a quelques années de cela, j'avais un enfant vraiment, on le touchait dans le couloir et il ne supportait pas ça. Et là, il se jetait par terre et il pleurait tout ce qu'il pouvait. Et donc, les autres enfants étaient vraiment interloqués. Ils disaient, non, mais t'exagères, là, moi, je t'ai rien fait, etc. Donc, peut-être qu'il est hypersensible, il ou elle est, peut-être, mais en tout cas, tu ne peux pas nier son émotion. C'est ce que je disais aux enfants. Oui, pour toi, ça ne te fait rien, mais lui le ressent différemment. Et ça ne lui plaît pas. Et donc, il va falloir que ça, tu l'entendes aussi. Pour toi, ce n'est rien. Pour lui, c'est beaucoup. Et je suis désolée, mais ça,
il ne le peut pas. Et on est tous et toutes différents. Et il faut que tu entendes que pour lui, ce moment, c'est difficile. Donc, c'est ce que j'avais expliqué aux autres élèves. Et à cet élève, j'avais remarqué que ces moments de tension étaient très prégnants. Oui. C'est ça, lors des moments de transition. Mm. Donc, j'ai essayé de mettre beaucoup de routines et de rituels en place pour le sécuriser, pour le rassurer. Mais oui, c'est évident, mais après, c'est toujours pareil, expliciter aux autres. Oui, cet enfant, eh ben, peut-être qu'il est hypersensible, peut-être que pas, mais c'est comme ça. Venez comme vous êtes, on vous prend comme vous êtes, mais il faut que nous, on s'adapte. C'est à nous aux autres de nous adapter. Et de montrer justement, une fois de plus, par notre posture d'adulte, comment on va s'adresser à cet enfant, et donc les enfants, les autres, vont nous imiter, tout simplement. Parce que nous avons donc un rôle modélisant. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci pour la présentation voilà, très, très concrète et enthousiasmante. Donc on va regarder s'il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas pu répondre au fur et à mesure. Donc après il y a des cas qui sont un peu spécifiques. On va voir si on répond individuellement ou sinon on mettra en ligne une foire aux questions sur le site Nathan. En tout cas, je voudrais aussi adresser un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. On va clore le webinaire. L'arrêt du système est parfois un petit peu soudain, donc ne vous inquiétez pas. Et merci encore pour votre attention. Merci aux Églises. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Elles partagent aussi plein de vidéos et d'astuces. Et puis voilà, ça permet de se renforcer aussi dans ses convictions quand ça n'est pas toujours évident de convaincre les collègues ou les parents. Donc, si vous êtes branchés réseaux sociaux, n'hésitez pas. Donc, encore merci et un très bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.